Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui en compagnie de Noélie. Salut, comment tu vas? Bien, et toi? Ça va super, c'est un plaisir d'être en ta compagnie aujourd'hui. De même. Alors est-ce que tu peux nous présenter également ce que tu fais dans la vie? Ok, donc moi c'est Noélie, alias Noélie Zen, et je suis praticienne bien-être. Alors moi sur ma page j'ai appelé ça accompagnatrice bonheur et bien-être, et au travers de différents outils j'essaye d'aider les gens à être heureux. Donc différentes pratiques, le massage Amahasi, le magnétisme, donc les soins énergétiques, la psychologie et la psychothérapie positive, et la médecine ayurvédique entre autres. Ok, alors tu fais plein de choses, tu as plein de cordes à ton arc. Est-ce que avant de nous parler de l'Ayurveda, tu peux déjà nous expliquer un petit peu ton parcours de vie et professionnel, comment t'en es venu à la médecine ayurvédique? Alors la notion de bien-être et médecine ayurvédique, ça remonte à l'enfance quand on creuse bien. Parce que déjà dans l'enfance, quand j'étais en école primaire, moi je massais mon entourage, donc c'était assez naturel et c'était un plaisir, le dos et les pieds à l'époque. Et par la suite, j'avais également deux tantes très zen, très portées nature, et dont une qui m'avait déjà parlé à l'époque de la médecine ayurvédique et de certaines bases. T'avais quel âge à cette époque-là? Je devais avoir... alors à la primaire, j'ai massé à partir de 7-8 ans. Et la médecine ayurvédique, je saurais pas dire. Je pense que j'étais peut-être en fin de primaire, début de collège quand elle m'a parlé de ça. Ouais. Et c'était resté dans un coin de la tête. Donc ça aura traîné en longueur avant que je m'y mette. Mais c'était resté. Alors, entre-temps, j'ai eu un autre parcours qui s'en est éloigné en tant que jeune femme et étudiante. J'ai fait un BTS tourisme, je suis partie dans l'hôtellerie. Par la suite, pour des raisons d'avoir une vie familiale plus simple, je suis partie dans le secrétariat médical. Et au bout d'un moment, j'ai saturé un petit peu, faut dire, de ce milieu-là, et j'avais besoin de revenir aux sources, tout simplement. Et puis de là, je me suis lancée d'abord sur le massage Amahasi. Alors justement, comment tu passes de secrétaire médical au massage à main, en fait? C'est quoi la transition? Comment elle se fait? La transition avec moi était assez brutale. Enfin, oui et non. J'ai eu le projet en tête. J'avais déterminé que je débuterais le bien-être avec le massage Amahasi. Mais entre le temps de mettre en place le projet, d'autofinancer ma formation, avant, je voulais trouver une maison. J'avais quand même un côté un peu plus terre à terre et je savais qu'en auto-entrepreneur, j'aurais pas de crédit nulle part. Donc, il me fallait d'abord un CDI, tenir un petit peu encore dans le secrétariat médical, et ensuite acheter la maison. Donc, ça s'est étalé sur un peu plus de 5 ans, 5 à 7 ans. Okay. Mais par contre, du jour où j'ai trouvé la maison, mon contrat est parti au mois de janvier. Au mois de mars, je donnais ma démission. Et mi-mars, j'étais en formation à Paris pour les massages Amahasi. Donc, formation que tu as entamée à Paris, qui dure combien de temps? Alors, sur place, elle était de 3 jours pour apprendre le kata, parce que c'est un massage de 15 minutes, c'est pas les massages en institut d'1h30. Et après, on avait 6 mois à 8 mois, si on avait besoin d'un peu plus de temps, pour faire 100 massages à notre entourage, et après passer sous les mains de l'examinateur et voir si notre massage était maîtrisé ou pas. Ok, donc dans la temporalité en fait, du début de ta formation à la fin, ça s'est étendu sur combien de mois? J'ai débuté en mars et mon diplôme, je crois que je l'ai eu en juillet ou en août. Ok. C'est rapide. Et j'ai fait un peu plus de 100 massages parce que en 6 mois, tu avais changé de boulot, quoi. Ouais. Cool. Ouais. Alors après, on connaît le fonctionnement. J'ai utilisé mes droits au chômage, ce qui me laissait un peu de temps pour me lancer, voilà. Mais oui, en quelques mois, la transition était faite. Ok, donc te voilà masseuse Ama, c'est ça? Oui, c'est la dénomination. massage Ama. Massage Ama. Ok, super. Donc où est-ce que tu pratiques? Comment ça se passe? Alors, les premières pratiques se sont faites à domicile. Je l'avais fait pour mes cobayes, entre guillemets, l'entourage qui avait accepté. Et d'autres avaient pris la relève en mode café-papote. Donc ça, souvent, c'est entre filles, sans partir dans les clichés. Où donc les personnes se réunissaient à 4 ou 5, le temps d'un café, de papoter. Puis les personnes passaient l'une après l'autre sur la chaise. Vu que je précise, c'est un massage assis habillé sur chaise, donc il peut se pratiquer en public. Après, j'ai fait des salons du bien-être, salons zen divers pour me faire connaître. Et puis petit à petit, ça c'est au fil des années, ça a pris du temps. Il y a eu des interventions d'entreprise également. Ok, donc là,
tu massage AMA. Ok. Après, il y a le magnétisme qui rentre dans ta vie. Par quel biais? Alors j'espérais secrètement, c'était quelque chose que j'avais jamais verbalisé, mais qu'un ancien me dise qui voudrait bien me transmettre son savoir et qui sent que j'ai des bonnes vibes. Un rêve de petite fille en fait. Voilà, c'est ça. Et qui lui, autant j'ai plein de projets et que j'ai toujours verbalisé, que ça arrive ou pas, j'ai pas honte d'avoir un projet farfelu qui verra jamais le jour, c'est pas grave. Mais lui, je l'avais vraiment jamais verbalisé, peut-être une sorte de pudeur ou de peur d'être mal vu ou mal jugé. Et c'est arrivé. Il y a un ancien qui a dit qu'il avait besoin de transmettre parce qu'il allait déménager, qu'il voulait avoir des noms à recommander et que, entre autres, il avait pensé à moi. Et donc, voilà. Tu t'es dit, mais oui, ça depuis que ça arrive. C'est ça. C'était juste énorme, quoi. Et donc, ça s'est passé sur plusieurs mois parce qu'on était 3 à être sous son aile. On se voyait toutes les 3 semaines en moyenne parce qu'on pratiquait les uns sur les autres, donc il faut du temps aussi pour digérer, faut pas aller trop vite entre guillemets en énergétique. Et ça s'est allé sur 3-4 mois de façon assez intense entre guillemets. Okay. Là, j'ai beaucoup appris, beaucoup évolué sur moi-même aussi, puisque on dit souvent qu'on travaille sur comme un oignon, donc on enlève des couches les unes après les autres. Et là, par force des choses, avec les cours, j'avais une session de magnétisme en moyenne toutes les 3 semaines, donc une consoeur qui faisait sur moi aussi. Donc du coup, là, on a nettoyé pas mal de choses, entre guillemets. Et tout à l'heure, tu disais que par rapport au massage et à la médecine ayurvédique, c'était quelque chose de familial. Il y avait quelque chose déjà de présent dans la culture familiale. Avec ton père, vous massiez souvent. Oui. Ta tante ou tes tantes te parlaient déjà d'Ayurveda. Est-ce que dans ton patrimoine familial, il y avait déjà du magnétisme, des magnétiseurs? Souvent, tu sais, dans la culture populaire, on entend souvent dire c'est un don, ça se transmet, etc. Vrai, faux, comment ça se passe? Parce que toi, c'était pas ton cas. Alors, moi, c'était pas mon cas dans la famille. Alors, j'ai eu des échos que peut-être du côté de mon grand-père, il y avait en Italie un pseudo sorcier, mais lui plutôt négatif entre guillemets à l'époque. Mais j'ai aucune confirmation et aucune certitude. Après, moi, pour le côté don, j'ai un discours qui est assez différent de la moyenne ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont d'accord avec cette idée-là. Moi, j'aime bien dire que c'est pas forcément que familial et que c'est comme pour tout. Il y a des gens qui ont des facilités pour les maths, pour les langues, pour jouer du piano et qui seront des artistes ou des vrais experts en la matière et qui maîtriseront le sujet avec limite une facilité écœurante pour les autres qui galèrent, par exemple, à comprendre les maths ou à apprendre les langues étrangères. Et je pense que le magnétisme ou tout ce qui est soins énergétiques, c'est la même... C'est la même idée, c'est-à-dire qu'on a les compétences ou pas, même quand on n'a pas les compétences, ça peut se travailler. C'est juste que y en a qui sont devenus musiciens, même sans être des Mozart nés, ça leur aura demandé un peu plus de travail, un peu plus d'acharnement. Donc moi, j'ai toujours dans cette idée de dire aux gens, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais moi j'ai pas le don, on n'en fait pas dans la famille, je pourrais jamais en faire. Non, essayez, expérimentez, et plus on le travaille, et plus ça marche et plus ça s'amplifie et ça se ressent. Donc je pense qu'on a tous la capacité, mais il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, on va dire, à travailler, peu importe le domaine. Ok. Par rapport à ta qualification professionnelle, en fait, tu es auto-entrepreneur. Alors, moi, je suis en portage salarial. C'est encore dès le début avec le massage AMA. Oui. Ok, tu peux expliquer la petite nuance? Oui, alors il y a très peu de gens qui connaissent. Alors en plus, là, je viens de me tromper parce qu'il y a portage salarial et portage entrepreneurial, parce que ça a changé quand moi j'étais déjà en activité. Donc je suis en portage entrepreneurial. Je suis en CDI, missionnaire indépendante auprès d'une boîte, et cette boîte transforme mon chiffre d'affaires en bulletin de salaire. Donc j'ai une déclaration mensuelle à faire, remise d'espèces, remise de chèques, note de frais. Et après, eux s'occupent de tout et j'ai plus rien d'autre à faire. Ok, parfait. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, administratif. Après, par rapport au côté, alors je suis désolé, le mot est peut-être pas adapté, ne le prends pas mal, mais par rapport à la légitimité ou la crédibilité, tu vois, massage AMA, bon, c'est reconnu, c'est une pratique, c'est une technique, voilà, etc. Il y a une formation, une théorie, etc. Bon, magnétiseur, le magnétisme.
Tu vois ce que je veux dire? C'est du flou artistique. Bah, je ne le prenais pas mal, mais c'est pas dans le folklore. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On entend beaucoup de choses en termes de, on va dire, statut professionnel. C'est discutable. Encore une fois, il y a des bons praticiens et il y a des praticiens, bon, c'est pas trop qui sait ce qu'ils font, quoi. Oui, je l'entends totalement. Et de même qu'il y a des écoles qui existent aussi, mais de même qu'il y en a, comme tu dis, ça sera de la transmission familiale ou des choses comme ça. Donc il y a de toute façon, de façon globale, au niveau du bien-être, il y a un grand flou juridique. Aujourd'hui, c'est une réalité. Avantage ou inconvénient, je pense que c'est les deux. Demain, toi, tu veux te mettre ma sœur, tu poses ta plaque, t'es ma sœur, il n'y a pas de souci. Que tu aies un certificat ou pas, que tu aies été dans une école ou pas. On n'a pas une réglementation comme un maçon qui veut se lancer, avoir son entreprise. Il faut qu'il ait à minima son CAP maçon, qu'il ait un employé qui a un CAP maçon. Dans le bien-être, pour beaucoup de pratiques, il y a un grand flou. Ça peut être un avantage dans le sens où parfois il y a des gens qui sont auto-formés, qui sont autodidactes ou qu'on ça naturellement et qui le feront très bien. Mais ça peut être un inconvénient aussi parce que il y a des écoles par exemple qui n'ont aucune rigueur. C'est ce que j'appelle des écoles où on achète le diplôme. On paye l'école pas tant pour les études, mais on sait qu'on aura le diplôme à la fin parce que c'est un QCM qui est pas très sérieux et que n'importe qui pourrait avoir 90% sans difficulté. Et ce qui n'enlève pas pour autant, là aussi hélas, la valeur à la personne. La personne elle-même peut avoir très très bien travaillé, avoir pris ça très au sérieux, comme ça peut être quelqu'un qui a juste payé son diplôme. Ouais. Donc il y a un grand flou artistique qui fait que ça peut être très très compliqué de trouver un praticien sérieux avec ou sans certificat. Bon, je suis désolé, j'ai fait une petite parenthèse sur le côté statut professionnel, mais pour moi, tout de suite, ça me fait écho, en fait, si tu veux. C'est pas des professions, on va dire, ordinaires, extraordinaires au sens noble du terme, mais pour le coup, c'est le cas. Donc, tu rêvais qu'on te transmette quelque chose. On te l'a transmis. Ça y est, entre guillemets, ta formation est finie. Justement, vu qu'il n'y a pas de diplôme, mais comment ça se fait, en fait? À quel moment tu sais que tu es prête, la personne qui t'a enseigné sait que tu es prête, ça se fait comment en fait? Je dirais de manière intuitive dans ce cas-là, en tout cas, là je parle pour moi dans ce que j'ai vécu. Après, lui-même avait eu une formation d'école, plus de la transmission familiale. Lui, il voulait avoir les deux, la personne qui nous a transmises. Et donc, il nous avait fait quelque chose d'assez scolaire quand même. J'ai un livret avec la partie géobiologie, la partie pour les croyants avec des prières, avec le Saint-Père divin ou la Sainte Mère divine qu'on était libre ou pas d'utiliser, les différentes techniques, l'approche classique du magnétisme dit humaniste, parce qu'après il y a en plus différentes écoles. Pour toutes les pratiques de bien-être, il y a au moins 10 mouvances différentes. Et puis un certain délai, il a dit la prochaine sera la dernière séance, et puis voilà. Moi, après de moi-même, je me suis entraînée sur mon entourage qui était ok avec ça. Il m'a fallu un petit délai de plus. Alors quoi exactement? Je pense que j'ai mis 3-4 mois avant d'après annoncer officiellement sur mes réseaux que je recevais pour du magnétisme. Okay. Le temps de me conforter et de pratiquer, puisque alors paradoxalement le magnétisme est quelque chose où on vous considère très perché, mais j'ai aussi un côté très cartésien, très terre à terre. Et moi, les toutes premières séances qu'on faisait quand on se formait les unes les autres et qu'on travaillait les unes sur les autres, chaque fois je me disais ouais mais c'est l'effet placebo, ouais c'est l'effet de groupe, ouais c'est machin. Sauf que une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, le placebo et l'effet psychologie de groupe a quand même ses limites, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment y croire, mais jusqu'à ce que je débute, je restais quelque part un peu sceptique, de me dire ça tombe, je vais démarrer la formation et puis je vais trouver que c'est bidon et que non, il n'y a rien, et en fait moi dès les débuts l'énergie circulait très bien. Les 2 filles qui étaient avec moi m'avaient appelé de chauffage parce que on sentait que la pièce montait d'1 ou 2 degrés dès que je me lançais. Donc voilà quoi. Ok. Donc te voilà avec tes 2 outils dans ta boîte à outils du bien-être, les massages Ama, le magnétisme. Qu'est-ce que tu traites avec l'un? Qu'est-ce que tu traites avec l'autre? Et surtout, la question qui vient après,
Qu'est-ce qui te manque pour traiter ce que tu ne peux pas traiter avec ces deux outils? Alors le massage Ama, on ne traite pas, et moi c'était un point important dans ma pratique, l'éducation à prendre soin de soi et être dans le préventif, et pas attendre d'être 6 pieds sous terre pour appeler, prendre un rendez-vous. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie, et c'est ce qui m'a fait choisir le massage Ama parmi des milliers de massages auxquels on peut se former. Parce que donc déjà il est assis, habillé, court, donc ça le rend plus accessible. Moi j'aime être accessible aussi en termes de budget. Il y a une réalité sociétale où on a de moins en moins les moyens. On respecte la pudeur des gens parce qu'on est habillé. Donc en France il y a encore quand même beaucoup de gens qui ont du mal avec le toucher, le côté tactile, le peau à peau. Donc là on respecte ça chez la personne. Et cette notion de préventif. En Asie ce massage il est recommandé à 1 fois par semaine à 1 fois par mois. Mais pour prendre soin de soi et pour justement ne pas tomber malade, ne pas être fatigué, avoir un mental équilibré, une énergie qui circule bien. Donc tu n'es pas que sur l'aspect corps pour le coup, tu es aussi sur le côté déjà émotionnel et ressenti et psychique presque. Oui, celui-là il travaille vraiment sur les trois, hein, ce qu'on appelle le corps, l'émotionnel et le mental, et même l'énergétique, parce qu'il est basé sur la médecine traditionnelle chinoise et on va aller sur les méridiens, donc ces lignes énergétiques pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et du coup, là, on a vraiment une approche déjà globale, mais plus préventive. Ok. Le magnétisme, il a l'avantage, comme j'aime bien dire, on peut tout faire, mais on peut rien promettre. Donc c'est vrai que le magnétisme est multifonction. On peut faire de la bobologie. Moi j'ai aidé une copine quand j'étais dans les temps d'activité périscolaire par exemple, qui arrive avec un gros mal de crâne, sauf que quand on va être dans une cour d'école avec 200 gamins, le mal de tête c'est pas top. Donc en quelques secondes je peux soulager le mal de crâne et comme ça elle peut au moins finir sa journée, voilà. Donc la bobologie, on peut aussi faire des choses plus profondes, rechercher au niveau émotionnel, les blocages physiques aussi, on peut rééquilibrer ce qu'on appelle des blocages énergétiques ou physiques. Par exemple, une personne qui a eu une blessure, au bout d'un moment, ça peut bloquer la circulation énergétique, donc on va la relancer. On peut être dans l'accompagnement aussi pathologique. J'accompagne de temps en temps des personnes qui ont des chimiothérapies ou des radiothérapies pour qu'elles aient le moins d'effets secondaires possible. Donc là, on va marcher de pair avec la médecine pour essayer de réduire. C'est commun dans certains hôpitaux, par exemple, les coupeurs de feu sont utilisés dans certains hôpitaux de grands brûlés pour accompagner les soins médicaux. Et puis après, selon les croyances des uns et des autres, on peut aller même sur des vies antérieures ou des choses comme ça. Donc ça, toujours dans le respect des croyances des uns et des autres et de voilà quoi. Ok, ça c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est on va dire culturel dans le langage ou est-ce qu'il y a une vraie différence entre le rebouteux, le magnétiseur, le penseur? Tu vois, des fois on écoute plusieurs appellations. Enfin moi en tout cas j'ai l'impression que parfois c'est souvent la même chose. Il y a des différences? Il y a des nuances. Mais globalement, pour moi, c'est de la sémantique, ça se rejoint. Il y a même d'autres pratiques énergétiques. S'il y en a qu'on a entendu parler, qu'est-ce qu'il y a comme... là, il n'y a rien qui me vient sous le coude. Mais il y a beaucoup de soins énergétiques, ou même par exemple le Reiki, qui est plus connu, qui est plus à la mode. Pour moi, souvent, c'est des questions de sémantique ou après d'histoire aussi, de culture, mais ça rejoint tout plus ou moins la même chose. Il y a des petites nuances. Le penseur, souvent, les gens qui connaissent par rapport à leur culture, leurs croyances, ou les anciens, ils vont plus les appeler pour tout ce qui est lié à la peau, par exemple, ou d'extérieur. Les dents des petits, dans nos régions, ça c'est encore très commun. Les poussées dentaires, etc. Le rebouteux peut manipuler, ce qui n'est pas forcément le cas du magnétiseur. Le rebouteux peut faire craquer, voilà. Le magnétiseur, là aussi, il y a des nuances. Il y en a qui touchent, il y en a qui sont au-dessus du corps. Donc après, je dirais que c'est propre. Et d'ailleurs, là-dessus, je sais qu'on y reviendra plus tard, mais pour être sûr de ne pas oublier, dans les conseils, demandez à la personne quelle est sa pratique à elle quand vous prenez rendez-vous. Parce qu'on peut avoir une idée, on peut avoir déjà vu un magnétiseur, par exemple, et un autre magnétiseur aura peut-être pas du tout la même pratique. Donc c'est pas pour autant qu'il est moins bien, qu'il est mieux, qu'il est... La pratique, c'est la façon de faire, en fait. Voilà, la façon de faire, la méthodologie.
peut être très différente parce qu'entre les transmissions familiales, les transmissions d'école, après on nous demande souvent à nous de s'approprier. Donc après chaque personne va revisiter ou au fil des années de son expérience va revoir un peu son protocole entre guillemets. Donc je pense qu'il y a presque autant de pratiques que de praticiens, quoi. Donc d'où ne pas hésiter à poser des questions. Okay. Pour savoir ce qu'il en est. Ok. La question qui venait après, c'est tu fais le préventif avec massage, tu fais le traitement avec le magnétisme. Et du coup, tu es complète. Non. Alors, qu'est-ce qui te manque? Non, alors je suis aussi depuis toute jeune portée pour la psychologie. Déjà au collège, moi, j'étais pas une élève qui sortait beaucoup, et enfin par choix familial, on va dire. Et par contre, j'étais un rat de bibliothèque. Donc, moi, j'ai lu beaucoup sur la psychologie, les cultures du monde, les philosophies de vie, les religions, etc. Et j'ai vite réalisé à travers le magnétisme et le massage Amaasi que même si j'avais lu beaucoup de choses sur la psychologie, j'avais besoin de renforcer un petit peu ces connaissances et d'accompagner avec ce côté plus mental ou le côté blabla, entre guillemets, au-delà de manipuler les gens. Et donc après, du coup, j'ai trouvé, je voulais pas partir en formation classique, d'une parce que c'est long, on va pas se mentir, en psychologie traditionnelle, et de deux, ça m'attirait pas parce que je connaissais déjà les grandes lignes de certaines des formations psychologie universitaires en France, et qu'il y a certaines thématiques qui est de pans de la psychologie qui m'attiraient pas du tout. Donc le but était de trouver quelque chose qui me correspondait plus. Et moi, je me suis toujours questionnée très jeune pourquoi il y en a qui arrivent très souvent à voir le verre à moitié plein et que d'autres le voient à moitié vide. Et du coup, j'ai trouvé la psychologie qui me correspondait, qui est la psychologie positive, et qui est l'étude justement des gens, des groupes, des sociétés qui fonctionnent, et de voir ce qu'on peut en tirer et quelle méthodologie ou quels exercices on pourrait mettre en place pour inciter les gens qui voient le verre à moitié vide à le voir plutôt moitié plein. Okay. Et avoir l'aspect positif. Donc j'ai dit banco, c'est pour moi. Donc j'ai fait d'abord psychologie positive. Celle-là, elle était assez rapide, elle m'a pris 3-4 mois. Et après j'ai fait psychothérapie à distance. Okay. Et après j'ai fait psychothérapie positive, et celle-là, elle m'a pris pas loin d'1 an. La formation en soi était pas longue, mais pas assez creusée à mon goût. Donc déjà, pour 1 heure de vidéo, moi je crois que je creusais en moyenne plus de 10 heures de travail à côté, okay. À vraiment approfondir. Et après, il y avait le mémoire à faire, et le mémoire, entre le temps de trouver le sujet qui me plaisait vraiment et plus le temps d'avoir mes cobayes, parce qu'il y avait une partie choisir une thématique et la développer, et une partie avoir fait minimum 3 études de cas. Donc le temps de faire tout ça, ça s'est étalé sur 1 an. Ok, donc là tu me parles de la psychologie positive, ouais. Tu me parles pas de l'Ayurveda encore. Non, pas encore. Donc, alors comment déjà tu intègres la psychologie positive dans ta pratique déjà? Est-ce que tu le signifies donc à tes patients, ou comment ça se passe? Alors mes consultants, la plupart du temps, dès le début quand ils viennent me voir, je leur fais une petite introduction et je leur dis toutes les pratiques que je fais, même s'ils sont venus pour une seule et qu'ils étaient sur 2, et pour voir si finalement ils pensent qu'une autre pratique ou pas pourrait être utile, ou si on peut en mélanger. Tu leur présentes les grandes lignes, voilà, de ce que tu fais. Ok. Ensuite, au début, j'apprenais la psychologie et la psychothérapie positive pour l'intégrer au magnétisme et au massage Ama. Mais j'ai trouvé le protocole de psychothérapie positive tellement génial quand j'ai fait mes 3 études de cas, j'en avais même fait 4, que je me suis dit je vais la proposer quand même aussi, quoi. Donc je l'ai utilisé, et dans le magnétisme, ça va être tout bête, je réalise que la personne a une difficulté, un mal-être, par exemple un manque d'estime d'elle-même. Je vais lui proposer un des exercices du protocole de psychothérapie positive et lui recommander d'essayer de le faire quand elle rentre chez elle. Et ça sera le petit plus, on va dire. Et après, sinon, donc, je propose le protocole qui, lui, est 14 séances. Je précise souvent qu'en général, il fait entre 10 et 14 séances, et que parfois, justement, en fonction de la personne et de l'avancée du protocole, je peux très bien utiliser le magnétisme entre deux. Parce que parfois il y a des gens qui veulent se remettre en marche, entre guillemets, ou voir la vie du bon côté, mais l'engrenage négatif est là depuis tellement longtemps
que c'est dur de relancer la machine. Et du coup, quand je vois qu'au bout de 3-4 séances de psychothérapie positive, la personne est en réelle difficulté, mais qui a une réelle volonté, je vais lui proposer une séance de magnétisme, si elle le souhaite, où là, je peux peut-être essayer de la soulager, de lui apporter un petit peu de lâcher prise, le coup de pouce, juste ce qu'il faut pour aider l'engrenage à se réenclencher dans l'autre sens et pour que la machine reparte mieux, entre guillemets. Ok, donc c'est vraiment, tu l'utilises vraiment en complément, en fait, tu ne dissocies pas en fait les pratiques, tu les entremêles. Non, quand je peux les entremêler, je le fais, j'hésite pas. Je déteste cette notion de case où on doit faire rentrer à tout prix. Avec moi, c'est tout le contraire. J'hésiterai pas. J'ai des connaissances, même si je m'y suis pas formée en sophro, j'ai des connaissances en gym du cerveau, en activité physique, etc. Ça aussi, si ça peut m'être utile dans une consultation, je m'en servirai. Je sais que tu n'as aucun problème à parler tarifs. Tu parlais justement qu'il y avait besoin de plusieurs séances. Grosso modo, je ne te demande pas d'étaler de façon précise, mais en gros, une personne, quand elle entame un travail avec toi, en gros, il va falloir qu'elle imagine combien en termes de somme totale. Alors, total, je pourrais pas te dire parce que je fonctionne en participation libre. J'ai une seule pratique, on y reviendra peut-être plus tard, qui est récente, qui s'appelle le massage Shirodhara, qui est un massage ayurvédique que j'ai tarifié parce que la machine m'a coûté un certain coût. Sinon, tout le reste, je suis en participation libre, donc il n'y a que les entreprises, forcément les professionnels qui, eux, il faut bien que je leur fasse un devis et une tarification. Je précise toujours aux gens parce que dès le début, on me demandait une fourchette. Pour la plupart de mes pratiques, que ce soit magnétisme, psychothérapie positive, bilan en général, etc., accompagnement ayurvédique, je dis toujours que la fourchette va de 40 à 90 euros selon les praticiens. 40 c'est un petit peu bas, 90 euros, certains de mes collègues s'ils font ces prix-là, ils le prendront comme ils veulent, mais moi je trouve que c'est un peu abusé, j'assume pleinement mes dires. Et que on peut aussi toujours s'arranger parce que cette notion d'accès au bien-être et de la santé mentale, pour moi, l'argent doit pas être un frein. Donc il m'arrive ponctuellement de faire du troc, il m'arrive ponctuellement, si une personne est honnête avec moi, de me dire tiens, ce mois-ci ça va être difficile, et elle me règle pas, et le mois d'après elles me régleront plus. Donc on adapte toujours. J'ai eu des personnes, j'ai eu une personne dans les débuts en psychothérapie positive qui est en grande difficulté. On a étalé sur 3 mois. Les 2 premiers mois, elle ne m'a pas payé parce qu'elle ne pouvait pas, mais j'avais une confiance, j'ai un bon instinct là-dessus. Je me suis rarement fait abuser, entre guillemets, et la personne m'a payé que le 3e mois parce qu'elle savait qu'elle allait avoir une mission intérim où elle aurait une belle rentrée d'argent, et voilà quoi. Donc la somme totale, du coup, je saurais pas te dire, parce qu'entre les personnes qui auront des petits moyens et puis qui même me demanderont si 30 euros ça va, et ceux qui me donneront 50 euros, 60 euros à chaque séance, voilà. Non, mais ça permet d'avoir une fourchette. C'est ça. C'est déjà très bien. C'est la fourchette. Ok, ça marche. Bon, on passe à 3 outils là. Oui. Il nous manque encore l'Ayurveda. Alors, à quel moment il arrive? Alors l'Ayurveda, il est arrivé il y a 3 ans. Donc là, cette année, d'ailleurs, demain soir, je fête mes 10 ans entre amis. Et il y a 3 ans, l'Ayurveda est arrivé. Ça a été ce fameux retour aux sources, hein, quand ce que je disais là, j'ai repensé à une époque, je sais pas pourquoi, à ma tata qui m'avait parlé de l'Ayurveda, qui m'avait montré ses livres, et c'est quelque chose qui faisait sens à l'époque et qui m'a rappelé. Et donc là, du coup, j'ai pris une formation en ligne, à distance et en totale autonomie, donc qui est pas, je veux pas mentir, moi je suis très transparente là-dessus, qui est pas ouf, mais qui me donne un bon support de base pour savoir quoi chercher et où et quel type d'infos complémentaires. J'ai un médecin en Inde qui a accepté aussi, j'y étais au culot, que j'ai contacté et qui accepte de répondre à mes questionnements quand je coince de temps en temps. Et j'ai des confrères praticiens ayurvédiques qui sont sur les réseaux et qui, si besoin aussi, sont toujours prêts et font régulièrement des conférences ou des thématiques spécialisées pour creuser tel ou tel sujet un peu plus profondément. Donc du coup, je me forme à tout ça. Plus, je suis aussi une merveilleuse Rita Ayur Nature. S'il y en a qui tomberaient en m'écoutant dans le bain de l'Ayurveda,
qui elle propose gratuitement toute une traduction d'un des textes sacrés en sanskrit de la médecine ayurvédique. Donc je travaille aussi sur un de ces textes sacrés où là on voit vraiment toutes les bases de la médecine ayurvédique. Ok, donc toi tu as commencé par quelle porte d'entrée? Parce que l'Ayurveda c'est assez large. Déjà, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? En quoi ça consiste? Donc la médecine ayurvédique, c'est une médecine qui vient d'Inde, plus de 5000 ans, et encore il y a débat, il y en a vous écouterez 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, sachant qu'avant les écrits, c'était une transmission orale par ce qu'on appelle les Védas, ce qu'on pourrait transcrire à nos médecins, nous ici. Et donc les Védas se transmettaient ça de père en fils, c'était une discipline uniquement masculine. Et c'est une médecine qui prend l'homme dans son ensemble, c'est-à-dire y compris son environnement, les saisons, les personnes qui l'entourent, l'alimentation, le type de maison par exemple dans lequel on va vivre. Si on adapte à l'Europe par exemple aujourd'hui, je peux être amenée à demander à une personne en consultation si elle a un chauffage au gaz ou au bois pour savoir si elle va avoir un air qui est asséché ou pas et qui peut contribuer à son équilibre. Ok, ça consiste en quoi? Pourquoi on va voir un médecin ayurvédique? Alors, un médecin ayurvédique, on peut aller le voir pour plein de choses. Pour un simple bilan, savoir où on en est de sa santé globale, de quelle nature on est, quel dosha, et pour savoir qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous est moins recommandé. Mais bon, souvent, bien entendu, la plupart des gens viennent quand ils ont une problématique et qui veulent reprendre en main soit tout simplement leur hygiène de vie, ou soit une pathologie, ou soit un stress aussi, parce qu'on peut agir sur pratiquement tout aussi avec la médecine ayurvédique. Tu emploies le terme dosha? C'est quoi? Alors les doshas, c'est les profils ou les constitutions. Donc il y en a 3 principales et ces doshas, on les retrouve dans tout. Donc même un meuble va avoir un dosha, la saison va avoir un dosha, chaque aliment, chaque épice va avoir un dosha. Et nous avons aussi un profil doshique. C'est-à-dire une nature en fait? Voilà, une nature, si on peut appeler ça. Donc les 3 doshas, on peut avoir, ce qui est très très rare, les 3 en équilibre. Donc on est tridoshique, c'est extrêmement rare. Tu le vois comment ça? Alors c'est ça justement, on va le voir en faisant le bilan ayurvédique justement. Le bilan va être très très long, hein. On est loin du médecin en 15 minutes. Hein. Là, il faut les premiers bilans, surtout quand là, moi, je débute, il faut 1h30 à 2h quoi. Ah ouais. de questionnaire parce que c'est extrêmement complet. Hein. On va questionner la personne autant sur son hygiène de vie que sur son hygiène émotionnelle, que son entourage, que sa vie familiale. En fait, c'est un entretien. En fait, un bilan, c'est un entretien. Ouais, okay. On pourrait appeler ça un entretien. Ouais. D'accord, ok. Et on va vraiment voir la vie de la personne dans son ensemble, alimentation, sommeil, à quelles heures elle mange, son type d'emploi, etc. Le pays ou la ville dans laquelle elle vit, etc. Tout ça va influencer et à travers différentes questions, on va établir ou pas, parce qu'il y a le profil doshique de naissance et il y a le profil doshique à l'instant T, qui est souvent, d'autant plus dans les sociétés dans lesquelles on vit, déséquilibré. Quand on arrive à être au profil de notre naissance, c'est qu'on est dans un équilibre parfait. Okay. Autant dire ce qui est rare dans nos sociétés modernes. Et sachant que ça, c'est propre à chaque praticien, il y en a qui vont vous le faire dans le bilan, qui vont retrouver ce profil doshique de naissance. D'autres préféreront pas. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des pour et des contre. Moi, je sais que je ne le recherche pas parce que c'est extrêmement complexe. Les gens ne sont rarement pas assez objectifs quand on les questionne sur l'ensemble de leur vie. Et du coup, c'est compliqué d'avoir un profil, la constitution de naissance de façon extrêmement précise. Je pense que ceux qui y arrivent sont ceux qui ont des années d'expérience, ou voire même les Védas en Inde, quoi. Ceux qui ont vraiment eu une transmission ultra précise. Mais sinon, j'ai des confrères qui le font. Moi, je le fais pas parce que je trouve que c'est relativement complexe. Mais même sans faire le profil doshique de naissance, on voit vite et on peut vite trouver les déséquilibres et les problématiques en cause. Ok. Quand tu as trouvé le déséquilibre en question, comment tu agis, comment tu aides la personne? Ça se fait comment de façon concrète? Quand on va voir un médecin, il y a un traitement.
ordonnance, on sait ça le matin, ça le midi, ça le soir, etc. Quand on va avoir une psycho, ou même tout à l'heure, tu parlais même de, voilà, même avec la psychologie positive, ils sont etc. des exercices. Voilà. Ok, très bien. Tout ça, on a pigé. Mais l'Ayurveda, en fait, comment tu traites? Comment tu interviens sur la personne? Alors, il va y avoir tout un processus qu'on va adapter à la personne. Je vais donner un exemple très très bête. J'ai des consultants qui déjà demandaient une chose à changer dans leur hygiène de vie, c'est beaucoup. Donc dans ce cas-là, on va demander qu'une seule chose. Moi, quand j'ai fait un de mes premiers bilans ayurvédiques pendant mes études pour voir ce qu'il en était, la personne savait que j'avais une tendance d'un des profils Pitta. Donc c'est un profil qui peut être assez rigide et qui va aimer faire ce qu'on lui donne à faire. Et qui a ce côté challengeant et qui fera. Parce qu'il faut faire et que voilà. Et du coup, moi, elle m'a donné une liste comme ça, quoi. Parce qu'elle sait qu'avec toi, ton profil, ça fonctionne. Parce qu'elle savait que que j'étudie l'Ayurveda, que je suis passionnée, que j'étais à fond dedans et que mon profil allait faire que je m'y tiendrais, que voilà. Donc, elle m'a donné une liste de consignes comme ça. Mais ça, en général, on le fait très rarement. Moi, j'ai remarqué par expérience et déjà en psychologie positive, en magnétisme, etc., qu'il ne faut pas demander aux personnes plus d'un ou deux changements et des choses très petites pour déjà se mettre en situation de réussite et ensuite petit à petit rajouter des choses. Donc la médecine ayurvédique, elle passe par différents biais. Il va y avoir une forme de prescription, mais qui ne sera pas celle d'un médecin plus moderne. Ça va passer par l'alimentation, l'hygiène de vie, les heures de repas, les heures de sommeil, etc. Ça va être un des tout premiers trucs en général sur lequel je travaille. Ça passe déjà par des bases. Après, on va travailler donc sur un rééquilibrage alimentaire, l'activité physique, les exercices de respiration ou de méditation ou de relaxation. Ah, ça s'enseigne. Voilà, tu donc vois, moi je vais donner des méditer, exercices, etc., mais j'en donnerai qu'un par exemple pour que la personne expérimente et voit ce qui lui va. Et après, ça va être aussi les plantes, les épices, les plantes médicinales ou les épices, rien que les épices. Hein. Souvent, on pense plantes médicinales, on pense médicaments, etc. Mais rien que nos épices, hein, notre origan, nos herbes de Provence sont juste des alliés de notre santé magnifiques. Et ça, on en a quasiment tous dans notre cuisine. Sous toutes les formes. Sèche, surgelée, fraîche. Après, ça, c'est à voir justement selon les types de profils. Parce qu'on fonctionne par qualité. Et donc après, les plantes médicinales, donc que ce soit sous forme de tisane, de l'intégrer dans l'alimentation, les épices, etc. Et ensuite, éventuellement aussi les massages. Et les différents soins ayurvédiques, si on pousse encore plus, en France, on en trouve quelques-uns. Après, il faut aller en Inde. Certaines personnes, pour des pathologies plus grosses et pour avoir de vrais résultats sur des pathologies extrêmement importantes, c'est pas du miracle, mais c'est des séjours de 3 à 6 semaines. Et c'est ce qu'on appelle un panchakarma. Et là, c'est des soins ayurvédiques. Il va y avoir des massages, mais ça peut être beaucoup plus extrême. Des vomissements, des laxatifs pour nettoyer, pour purger, etc. Et c'est un programme qui va être intensif sur 3 à 6 semaines. Et où là, on va vraiment faire un espèce de reset complet du corps pour que la personne puisse repartir et sans la pathologie. J'ai vu des documentaires, des gens qui revenaient sans cataracte, sans fibromyalgie ou des choses comme ça. Mais là, par contre, c'est super intense. Enfin, moi, personnellement, je pense que j'en ferai jamais de ma vie. Il y en a qui voient ça comme waouh, c'est top de faire un panchakarma, mais c'est très intense. Et d'ailleurs, c'est pas n'importe qui peut le faire, même selon les pathologies, il sera pas recommandé parce que si la personne est déjà très affaiblie, ça sera quelque chose de trop violent. Ok. Tout à l'heure, tu disais quelque chose d'assez flippant, mais de tellement vrai. N'importe qui peut s'autoproclamer ce qu'il veut. Aujourd'hui, thérapeute en tout genre. C'est ça. Comment reconnaître un bon médecin ayurvédique? Quels sont les critères? Je dirais que c'est bien compliqué parce qu'il y en a qui peuvent avoir des certificats, qui seront diplômés et qui ne sont pas pour autant si consciencieux et qui n'ont pas forcément compris l'essence même de la médecine ayurvédique. Donc ils sont restés bloqués sur les textes et les choses très traditionnelles d'il y a 5000 ans. Sauf que quand on comprend la médecine ayurvédique, on sait qu'elle évolue et qu'elle est moderne foncièrement, même si elle est très ancienne. Et du coup, elle s'adapte. Donc certains préceptes qui étaient enseignés il y a 5000 ans ne sont plus valables aujourd'hui. Alors, j'ai pas un exemple là, concret qui me reviendrait, mais
il y a un soin qui était préconisé et qui est plus d'actualité parce qu'on a une hygiène de vie dans nos mondes modernes qui fait que c'est pas une nécessité en soi, par exemple. Okay. Voilà, donc du coup, certificat ou pas, c'est pas forcément un gage de qualité. Il y a ceux qui vous diront, ceux qui ont été en Inde, ils y connaissent mieux. Là aussi, oui et non. Moi, j'en discutais avec une praticienne qui a été en Inde et elle m'a dit c'est pas forcément plus adapté parce qu'on apprend les remèdes de là-bas, adaptés à la météo de là-bas, et quand on revient en France, faut tout réapprendre, adapté à la France et à la météo française et aux saisons françaises, etc. Donc, ce sera plus les mêmes soins, les mêmes choses qui seront préconisées. Moi, je suis quelqu'un, alors ça sera pas un truc objectif, mais j'incite les gens à travailler à l'intuitif, à l'intuition. Si vous sentez la personne, peu importe sa pratique, allez-y. Si vous la sentez pas, faites demi-tour. Même par recommandation, ce qui a plu à une personne ne plaira pas forcément à l'autre. Donc c'est pas parce que votre mère ou votre meilleur pote vous a recommandé cette personne que vous êtes obligé de l'apprécier. Donc si vous sentez que non, faites demi-tour. Est-ce que tu as rencontré des gens dans ta pratique un peu perchés? Alors, dans ton parcours de formation, dans ton groupe de formation, chez des tuteurs, chez des formateurs ou chez des praticiens, est-ce que tu as rencontré des gens, tu t'es dit, oulala? En asso, en salon zen, oui, il y en a de tous les niveaux. Hein. Et il y en a qui sont, moi déjà, selon les personnes et selon les points de vue, on me considère déjà perché. Mais il y en a qui sont encore bien plus haut. Il y en a, alors à ce stade-là, moi je dirais, j'aime bien, il y en a un ou deux qui ont bien voulu m'écouter. Je rappelle gentiment qu'on est quand même né sur Terre avec le magnétisme terrestre qui est là et que c'est bien aussi de rester un petit peu ancré au sol et de cultiver cet équilibre entre la tête perchée dans les étoiles et les pieds bien ancrés à la terre. Mais il y en a, et puis après ça vire dans ces... Alors je suis une fervente croyante de tout a une raison, l'univers pourvoit à nos besoins, ce qui peut nous paraître bon ou mauvais à l'instant T de façon très juste, mais malgré tout ça doit pas être une excuse à tout ou un prétexte à tout, et il y a même parfois cette forme de chez certains de mes confrères et chez les gens qui veulent prendre soin d'eux, il y a le piège de la positivité toxique. C'est-à-dire de croire qu'on doit tout le temps être bien, on doit tout le temps être heureux, on doit tout le temps être perché, on doit tout le temps... Alors que non, la vie, c'est pas... La quête du bonheur, la fameuse quête du bonheur. Voilà, il y a des hauts et des bas, il faut surfer sur la vague. C'est pas parce qu'on a fait une session de psychothérapie positive que tout le reste de notre vie va être un joli long fleuve tranquille. Non, quoi. Enfin, il y a des aléas, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Un décès dans une famille, une rupture, un licenciement, une maison qui brûle. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver dans la vie qu'on ne contrôle pas, dont on n'est pas maître. Le tout, c'est d'apprendre à surfer sur la vague, entre guillemets, mais on a le droit de pas aller bien. Moi, là, je te disais avant l'interview, j'ai répondu ça va par automatisme, mais je suis la première à dire à mes étudiants non, avec cet automatisme, non, aujourd'hui c'était pas tip top, j'ai appris une mauvaise nouvelle sur ma maison, ça va me coûter une blinde. Ce matin, j'ai pas fait semblant de sourire, quoi. Ce matin, j'ai appelé ma copine, et voilà, quoi. Faut laisser sortir les choses, faut les vivre, c'est normal. Donc c'est ce côté-là que je reproche à certains praticiens où c'est un piège qui est dangereux. Je le redis, messieurs, dames, s'il vous plaît, la quête du bonheur, ce n'est pas avoir un sourire H24 sur le visage. Pas du tout. Tu fais bien de le préciser. Est-ce qu'à un moment donné, dans ta pratique, tu t'es rendu compte que tu n'arriverais peut-être pas à aider plus que ça une personne, et dans ce cas, vers qui tu l'as dirigée? J'ai eu 2 cas. Alors j'ai une personne, je lui ai proposé d'autres personnes, mais je sais qu'elle a arrêté parce que j'ai pas eu de nouvelles des confrères et des consoeurs. Et j'ai eu une personne où, pour moi, la problématique relevait de la dictologie quand on a creusé. Et du coup, je l'ai renvoyée vers le service d'addictologie à l'hôpital de Montluçon, et où il a trouvé une personne qui lui a très bien correspondu. Et du coup, j'ai eu des nouvelles quelques mois après pour me remercier de l'avoir adressé à cette personne et que ça l'avait beaucoup aidé. Parce qu'en plus, c'était une personne qui galérait depuis 12 ou 14 ans. Enfin, donc, c'était pas récent, quoi.
Aujourd'hui, avec le recul que tu as sur toutes ces années de pratique, de formation, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis j'aurais pu le faire différemment? Alors, je dirais pas regretter parce que je suis pas une personne qui regrette les choses parce que cette notion que je te disais, tout a une raison d'être, on a toujours à apprendre. Différemment, peut-être mieux choisir ma première école pour le massage ama. Et encore, parce que moi j'ai su trouver moi-même les infos qui me manquaient, le manque d'informations, parce qu'on nous a appris le kata par cœur, hein, bête et méchant, c'est une chorégraphie, c'est comme au judo, c'est un kata. Il y a ce terme-là vraiment hein, pour le massage ama assis, mais on nous avait pas appris quel point on masse et pourquoi, etc. Donc moi dès que je suis rentrée, c'est le premier truc que j'ai fait, quoi. J'ai tapé médecine traditionnelle chinoise, j'ai regardé les plans du corps avec toutes les lignes des méridiens, etc. Je passais des heures et des heures à regarder tout ça. Mais même ça, je le regrette pas parce que l'école était quand même bien. Il y a pas un massage où je revois pas un petit bout de ma formation ou un mot du formateur qui dit bon là c'est ça ou machin. Donc c'est que c'était quand même pas si mal que ça. Si 10 ans après, je revois encore ma formation différemment, non. Je regrette rien. Tout s'est fait lentement, mais ça me va aussi. Pour quelqu'un qui était speed à la base, parce que quand j'étais à la clinique on m'appelait Speedy Gonzalez, ça m'a appris à y aller doucement, doucement mais sûrement, donc non, rien différemment. J'aurais aimé qu'on m'apprenne plus tôt peut-être à arriver justement à parler d'argent. Au tout début, pour moi, c'était quelque chose de sale. J'avais extrêmement de mal à donner mes tarifs. Il y avait un côté de toi, tu disais j'aide l'autre parce qu'il a besoin et en même temps je fais tarifer. C'est voilà, ça que j'avais moi, dans l'idéal, en tant qu'utopiste, si demain je trouve un mécène et qui me disait je vous paye toutes vos consultations pour les gens et tout, pour les aider, mais à fonce quoi, parce que ouais, moi si je pouvais faire tout ça gratuitement, mais ce serait avec grand plaisir quoi. Ça me gênerait pas du tout, mais bon, faut, comme tout le monde, la réalité nous rappelle, il y a un frigo à remplir, des factures à payer. Mais ouais. Est-ce que toi qui es dans le bien-être, tu es heureuse? Et d'une façon plus générale, qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie heureuse? Alors moi ouais, je suis heureuse, je le suis depuis quelques années, franchement, je peux dire que j'aime la vie, que je m'aime. Ça c'est un travail énorme et oser le verbaliser à voix haute encore plus. À la base on était loin de tout ça pour une hyper stressée, hyper anxieuse et hyper speed et hyper complexée. Je m'aime, j'aime la vie et qu'est-ce qu'une vie heureuse ou ma vision, faire ce qu'on aime, je pense, et être aligné avec soi-même. Ça, c'est important. Souvent, la plupart des gens que je rencontre, c'est peut-être en résonance aussi avec moi-même, parce que j'ai eu tout un travail pour m'aligner avec moi-même. C'est des gens qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes parce qu'ils ont encore... ils n'ont pas su se libérer ou ils n'ont pas eu conscience qu'ils avaient des freins empruntés de la société ou de leur éducation ou de ce que les autres veulent pour eux. Est-ce que tu peux donner un exemple concret? Moi, plus jeune, mes parents avaient une vision plus, pour faire caricaturale, capitaliste. Et mon père me voyait carriériste, partir à l'étranger, avoir une haute fonction, etc. Et quand je me suis lancée dans le tourisme, j'ai été dans l'hôtellerie et j'ai commencé de prendre ce chemin. Et j'ai pas conscientisé tout de suite qu'en fait c'était le chemin que mes parents me souhaitaient, mais que c'était pas celui que je voulais. Et que moi intrinsèquement, si je me questionnais, je préférais une vie simple, avec juste ce qu'il faut pour vivre, mais avoir le temps de vivre. Donc il a fallu que je me détache de ça. Et d'ailleurs, la première année que j'ai arrêté mon contrat classique, ça a été une lutte intérieure énorme, parce que j'avais une part de moi qui culpabilisait, parce qu'aux yeux de mon éducation, le fait d'être à Pôle emploi, de ne pas rechercher forcément un vrai travail, j'étais qu'une feignasse ou une cassos, quoi. Et il y a eu cette espèce de lutte intérieure entre ce que je voulais moi profondément et ce à quoi j'avais été éduquée et conditionnée, entre guillemets. Et ça a été extrêmement dur, hein. La première année, ça a été très très compliqué. Quand je restais à rien faire chez moi, je culpabilisais énormément au début, hein. C'était ah non mais tu fais rien, mais tu pourrais faire ça ou ceci au moins, enfin bouge-toi. Ouais. Et justement, est-ce que ce côté être aligné, comme tu dis, est-ce que c'est pas le travail de toute une vie? Parce qu'au final, quand tu es jeune, tu as un petit peu le carcan familial, un petit peu ce mode d'éducation dans lequel tu es de force. Je dirais. Puis après tu grandis,
tu engages des personnes autour de toi, ton conjoint, tes enfants. C'est difficile pour certaines personnes de s'aligner, comme tu dis, et de changer de vie, et de revoir un petit peu tout ça, parce qu'on engage aussi d'autres personnes, ça complexifie la donne. Alors je dirais oui et non. Moi je rencontre encore aujourd'hui des jeunes de 18-20 ans qui sont déjà très alignés, qui savent déjà très bien ce qu'ils veulent. Parce que il y a l'éducation, il y a la société, et de nos jours il y a d'autres facteurs. Il y a quand même les réseaux, il y a une ouverture sur le monde. Il y a 20 ans, je dis pas. Je pense que c'était la majorité de tout le monde. Il y a 20 ou 30 ans, une bonne majorité des gens partaient de la maison en ayant une idée qui souvent était empreinte ou de la société ou de l'éducation ou les deux, mais sans se connaître vraiment eux-mêmes. Aujourd'hui, avec toute cette ouverture sur le monde, toute cette possibilité de, même quand on habite dans une petite ville, de découvrir plein de choses que nous, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu découvrir sans sortir de Montluçon, entre guillemets. Du coup, il n'y a pas d'âge. J'ai des gens qui viennent à 60 ans, qui se réveillent, qui réalisent qu'ils ont été en mode auto-guidé toute leur vie et qui veulent redécouvrir, qui savent même pas ce qu'ils aiment, réellement profondément. Mais j'ai des gens que je rencontre qui, à 18 ans, travaillent déjà sur eux et sont déjà en pleine remise en question et sont déjà sur une voie de tracer leur route à eux, quoi. Et là, il y a encore pas longtemps, j'ai croisé une ado dans une asso, 11 ans. Le discours qu'elle avait était très épatant parce que elle est déjà multipotentielle, elle sait qu'elle a plusieurs choses qui l'attirent, qui la passionnent, et si c'est pas ça, ça sera autre chose, et elle a déjà une idée très et elle se connaît déjà, elle a un regard sur elle-même qui est surprenant. Ouais, tu trouves que cette génération-là, contrairement à il y a 20 ans, s'émancipe peut-être plus tôt? Pas tous. Mais certains, oui. Certains, avec l'accès au réseau, se sont ouverts à des choses et du coup trouvent d'autant plus vite. Nous, il y a 20 ans, on avait très peu de choix, très peu d'options. Enfin, moi, je sais qu'on disait en rigolant de Montluçon que quand on sortait de nos études, en tant que femme, c'était caissière ou asthmate, quoi. Donc, il n'y avait pas à se poser 10 000 questions, entre guillemets, ou l'usine. Aujourd'hui, avec les réseaux, on peut découvrir 10 000 métiers, 10 000 choses. Donc ça donne l'occasion aussi de s'interroger. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Est-ce que nous, il y a 20 ans, on n'avait pas ces choses qui nous poussaient à nous interroger parce qu'on savait même pas que ça existait. Donc on se posait pas la question. Donc du coup, oui, il y a des jeunes qui sont peut-être pas qui sont encore totalement alignés avec eux-mêmes, mais qui sont déjà eux sur leur chemin, entre guillemets, et qui sont pas à côté des clous, si on peut dire ça comme ça. On arrive au terme de notre échange. Si tu avais un mot de la fin, comment tu souhaites conclure ce petit temps passé ensemble? Il pourrait y avoir plein de choses. Le mot de la fin. Je te donnerai la citation que je donne à mes étudiants en première année. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oui, d'Oscar Wilde. C'est très beau. Celle-là, je la trouve magnifique. Ok. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois avec une autre personne. Si vous avez des questions à poser à Noélie, n'hésitez pas à en faire part dans la section commentaires. Elle se fera un plaisir d'y répondre. Merci Noélie pour cet échange. Merci à toi. Plaisir. Un plaisir aussi. À plus.